c'est le must absolu de la semaine. La Palme d'Or du 76e Festival de Cannes. Vive le cinéma! Palmarès, c'est le podcast pour les curieux du 7e art. De Kurt Rajmé à Hollywood, de Martin Scorsese à Catherine Deneuve, dans Palmarès, on met tous les cinémas à l'honneur. Découvrez chaque semaine le résumé d'un film et pourquoi il a marqué le cinéma. Pour ce nouvel épisode de Palmarès, je vous emmène en Asie et plus précisément en Corée du Sud. Son cinéma s'exporte à l'international depuis plusieurs décennies et contribue à mettre en lumière cette société et ses particularités. C'est ce que s'est toujours attaché à faire le réalisateur Bong Joon-ho, bien connu des cinéphiles pour Memories of Murder sorti en 2003 et The Host sorti en 2006. Mais un film a tout changé pour lui et lui a définitivement ouvert les portes d'Hollywood. C'est Parasite. Son 7e long métrage, présenté en 2019 au Festival de Cannes, est devenu en un an un véritable succès international. Il est d'ailleurs rare que des films non occidentaux connaissent un succès critique si unanime. Pour Parasite, c'est plus que mérité. Il a séduit la critique et le public car il a la particularité de mêler plusieurs genres : comédie, horreur et thriller. Le suspense est constant, le rythme haletant et le scénario habile. Tout cela en nous présentant 8 personnages principaux, soit 2 familles appartenant chacune à une classe sociale. Direction Séoul, ou plutôt 2 visions de Séoul bien différentes. La caméra nous embarque d'abord dans un minuscule appartement situé à un entresol au niveau du trottoir, qu'on ne devine que par de minces fenêtres qui donnent sur la rue. Le logement est composé d'une espèce de cuisine, salon, salle à manger à la lumière blanche criarde et où la décoration et l'hygiène laissent à désirer. C'est là que vit, à moitié sous terre, la famille Kim, rassemblée ce jour-là en train de boire des bières. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, mes enfants... Le père, Kita, est joué par Song Kang-ho, acteur favori du cinéaste et star dans son pays natal. Santé. Le reste de la famille est composé de son épouse, Chong-so, sa fille, Ki-yan, et son fils, Ki-woo. Tous sont au chômage. La famille survit en pliant des cartons de pizza pour une entreprise et se tient informée grâce au Wi-Fi de leurs voisins du dessus, qu'ils captent quand ils fonctionnent, depuis leur toilette, jusqu'à ce que plus rien ne marche. Ici, le calme n'existe pas. Un voisin de quartier ivre tente d'uriner dans l'entrebâillement de leur fenêtre. Regardez cet enfoiré. Il fait même pas nuit encore. En quelques plans seulement, la vie de cette famille pauvre de Séoul est exposée aux spectateurs en 2 points essentiels. Le manque d'intimité et une exposition constante aux odeurs, qu'elles viennent de la cuisine ou de la rue. Hé monsieur, c'est pas des toilettes là. Plus tard, le soir, un nouveau personnage fait son entrée. Un ami du fils le rejoint pour boire un verre sur une table en terrasse. Autour de cette petite table, il lui propose de reprendre son emploi de professeur particulier d'anglais d'une fille d'une riche famille, à qui il ne peut plus donner des cours parce qu'il part en voyage d'études à l'étranger. Ça paye, hein, prof pour gosse de riche. Pour rendre service, et surtout gagner de l'argent sur lequel compte toute la famille, le fils va se faire passer pour un très bon étudiant en anglais. Ce qui est tout sauf le cas, mais son CV falsifié par sa sœur va dire le contraire. En arrivant chez la famille Park pour son entretien, il découvre un univers en opposition totale avec le sien. La rue du quartier résidentiel, située en hauteur de la ville, est très calme. Seul le bruit des oiseaux est perceptible. Le contraste ne pouvait pas être plus fort. C'est là que la mise en scène virtuose de Bong Joon-ho commence à prendre sens. Il sonne. Oui, qui est-ce? Est accueilli par une femme qui n'est pas la mère de famille mais la gouvernante. Minioc. Oui,
bien sûr. Entrez. Ses yeux sont ébahis devant la villa d'architecte dans laquelle il pénètre. Dans le jardin, l'herbe est impeccablement coupée et à l'intérieur, c'est encore mieux. Matériaux luxueux, couleurs neutres, décorations sombres et propreté impeccable. Le portrait de la famille Park accroché au mur le rappelle. Les riches sont parfaits jusque dans les moindres détails. Ce que je voulais vous dire... Les présentations avec la mère ont lieu. J'aimerais assister au cours. Sa coupe est parfaite, son chemisier blanc n'a aucun pli et son chien qu'elle tient dans ses bras est adorable. Je vous payerai à cette date, tous les mois. Le fils Kim se fait embaucher par les Park pour 3 séances de 2 heures chaque semaine. En venant enseigner l'anglais, Ki-woo découvre aussi le cadet de la famille Park, Da-sung. C'est un enfant très dynamique et surtout instable, dont la mère s'inquiète depuis qu'il a affirmé avoir vu un fantôme surgir de la cave. Disons plutôt qu'il est spécial. Da-sung, lui, c'est un artiste né. Regardez-moi ce tableau. Elle reste persuadée que son fils a quelque chose de spécial et que ses dessins énigmatiques sont révélateurs de sa patte d'artiste. Mais là, on le voit s'exprimer. On a essayé tellement de professeurs d'art plastique. Aucun d'eux n'a tenu un mois. Une petite minute. Oui. Ki-woo a donc une idée. Lui présenter une certaine Jessica, art-thérapeute passée par Chicago aux États-Unis, qui sait particulièrement y faire avec les enfants difficiles. Ce que vous dites m'intéresse beaucoup. Je suis curieuse. Vous voulez la rencontrer? En fait, cette Jessica n'est autre que sa sœur, Ki-yan. Avec son apparence froide et son ton directif, la fille Kim se fait elle aussi rapidement embaucher par la mère Park. J'aurais besoin de le voir 2 heures, 4 fois par semaine. C'est d'accord? Bien sûr. C'est la raison pour laquelle mon tarif est extrêmement élevé, vous comprenez? Mais les manigances ne s'arrêtent pas là. Après son frère, elle profite à son tour de la fausse sympathie de leurs nouveaux riches employeurs, qui ont aussi un chauffeur privé plutôt jeune. Vous serez moins bien dans le métro que dans une Mercedes. Non, j'ai rendez-vous avec mon copain à la sortie numéro 3. Quand il insiste pour la ramener chez elle, Ki-yan en profite pour ôter sa culotte et la laisser à l'arrière de la voiture, légèrement cachée sous le siège passager. J'ai trouvé ça sous le siège de ma voiture. Il faut peu de temps pour que le père de famille, alors qu'il est conduit au travail par son chauffeur, découvre le sous-vêtement. Mon chauffeur n'est qu'un salopard. Après avoir parlé de la situation à son épouse, il congédie le jeune homme qui attire des femmes pour tenter d'avoir des relations sexuelles dans leur voiture. Ça doit être un pervers. Vous voyez la suite arriver ? La famille Park ne peut évidemment pas se passer de chauffeur. C'est lui qui conduit monsieur au travail au quotidien et madame faire ses courses. Jessica, alias Ki-yan, profite de cette situation pour leur conseiller un chauffeur plus âgé, car elle a une idée en tête. Est-ce que ce ne serait pas préférable d'avoir un chauffeur plus âgé? Vous avez raison, les chauffeurs plus âgés conduisent mieux et ils ont de meilleures manières. Le frère de mon père avait un chauffeur exactement comme ça. Il s'appelait Monsieur Kim, un homme bien. Madame Park est sous le charme. Rapidement, le père Kim passe un entretien avec Monsieur Park, un test de conduite, et devient le 3e membre de sa famille à faire son entrée chez les riches. Une personne reste à déloger pour que le tableau soit parfait. La gouvernante. Sauf que les Park l'adorent et n'ont absolument rien à lui reprocher. Mais les oreilles des Kim traînent, prêtes à découvrir toutes ses faiblesses. Si on veut déloger une bonne femme comme elle, il faut qu'on soit au taquet. Et elle en a une. Elle est allergique aux pêches. Là encore, la manigance est de mise. Comme attendu, c'est au tour de la mère de la famille Kim de se faire embaucher pour la remplacer. À travers ce jeu de dominos, Bong Joon-ho montre la naïveté des riches et la capacité qu'ils ont à se laisser manipuler facilement en faisant entrer des quasi-inconnus chez eux. Pendant quelques minutes, le spectateur peut se prendre au jeu de la comédie en voyant les 2 familles cohabiter sous le même toit. Le stratagème des Kim marche, mais jusqu'à quand ? Faisons une petite prière pour ce très cher Monsieur Park. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui prend? Oh, c'est rigolo.
le fils Park soulève une première remarque. La nouvelle gouvernante et le chauffeur sentent la même odeur, tout comme Jessica. La remarque ne semble pas vraiment atteindre ses parents qui n'ont aucun soupçon. Quand les Park partent en week-end, les Kim ont l'immense maison rien que pour eux. La discrétion n'est pas au programme. Ils s'approprient les lieux, de la baignoire au canapé, où ils s'affalent tous à tester tous les alcools possibles. Bon, d'accord. Jouer la comédie, c'est une chose, mais vous trouvez pas que cette famille gobe tout ce qu'on raconte? Quand Parasite semble avoir posé son intrigue, au bout d'une heure, le spectateur va aller de découverte en découverte. Qui c'est qui sonne à cette heure-ci? Hein? Qui ça peut être? Vous pensiez que toute l'intrigue était installée? Et non, une nouvelle péripétie arrive. La soirée est perturbée quand quelqu'un sonne à la porte. Désolée pour le dérangement. Par ici, oui, merci. C'est l'ancienne gouvernante qui les implore de la laisser descendre à la cave. Et qu'est-ce que vous avez oublié en bas? Venez avec moi si vous voulez. Mais dépêchez-vous, d'accord? En bas, personne ne l'avait remarqué, mais un meuble cache l'entrée d'un bunker secret. Venez m'aider à ouvrir! Venez vite! Chérie! Attendez, chérie! Chérie! Qu'est-ce qui se passe? Ça va, t'inquiète pas. Mais non, ça va pas! Comment tu peux dire ça? Ça va, je crève de faim. Avale ça! Ça fait combien de jours? Au sous-sol, l'ancienne gouvernante cachait son mari depuis 4 ans. Une stratégie jamais perçue par ses anciens patrons. L'homme est là, toujours en vie, mais affamé après avoir passé plusieurs jours sans manger. Vous faites quoi dans ce trou? Vous devez être choqués. Je voulais qu'on se voie pour pouvoir parler ensemble. Oui, il faut qu'on parle. Parasite prend une autre tournure. La phase thriller s'amorce. La mère Kim, seule personne supposée présente dans la maison, annonce qu'elle va dénoncer l'ancienne gouvernante à la police. Quand le reste de sa famille, caché depuis l'arrivée de la gouvernante, vacille et dévale dans l'escalier du bunker, l'avantage change de camp. L'ex-gouvernante a toutes les preuves, dont une vidéo qu'elle vient de tourner pour les dénoncer au parc. Un SMS suffira. Et donc, les Kim deviennent à leur tour les pantins. L'ancienne gouvernante et son mari, dont les années passées sans voir la lumière du jour ont laissé quelques séquelles mentales, deviennent les rois de la maison, faisant des Kim tout ce qu'ils veulent. Ce bouton d'envoi, c'est comme le bouton de l'arme nucléaire. Quelle famille d'enflures! Sauf que rien ne dure. La violence fait son apparition quand la famille Kim décide de les attaquer à main nue et à coups de pêche. Oui, toujours le fameux fruit. Soudain, le téléphone sonne. Qu'est-ce que c'est? Allô? Face aux violents orages, la famille Park a annulé son week-end et s'apprête à revenir à la maison dans 8 minutes. Un temps court, mais miraculeusement suffisant pour tout ranger et surtout cacher tout le monde. Cette séquence offre une résolution importante. Le fantôme que pensait voir le petit garçon Park était en réalité l'homme caché dans la cave, qui profitait de la nuit pour sortir chercher à manger dans le frigo familial. Quand les Park font leur entrée, l'ex-gouvernante est poussée d'un coup de pied dans le sous-sol par la nouvelle, qui accueille ses patrons en parfaite maîtresse de maison, pendant que les 3 autres Kim se cachent dans le salon. Quand l'enfant turbulent décide de dormir sous sa tente dans le jardin et que les parents s'installent pour la nuit sur le canapé,
la scène décisive du film se joue. Monsieur Kim et ses 2 enfants sont alors cachés sous la table basse. Et bien que leur présence ne soit pas visible, elle se sent. Tu sens? Ça vient d'où cette odeur? Quelle odeur? Celle de Monsieur Kim. Le chef de maison affirme à sa femme qu'il sent une odeur désagréable similaire à celle de son chauffeur. Il dit qu'il ne parvient pas à la décrire. Ce serait celle d'un vieil homme ou du linge sale qu'on a fait bouillir. Une odeur qu'on sent parfois dans le métro. C'est l'odeur de la famille Kim, des personnes pauvres, qui n'ont pas la vie facile des riches parcs. La caméra s'attarde sur le visage de Monsieur Kim. Aucun accès de colère ne surgit, pour le moment. Une fois le couple endormi, les 3 Kim s'extirpent à l'extérieur du domicile et rentrent chez eux à pied sous les torrents d'eau. Pour la première fois, la peur de se faire prendre les atteint. Le père promet qu'il trouvera une solution. Dans leur quartier, la pluie a totalement inondé leur domicile. Les égouts ont débordé. L'image est frappante. C'est ça, le véritable quotidien des personnes pauvres qui doivent choisir en quelques minutes à peine les objets à sauver. Hey, Kiwoo! Ferme la fenêtre! Vite! Le réalisateur montre avec brio cette opposition à travers des plans larges de la ville. L'opposition est géographique d'abord. Quand les Kim vont chez les Park, ils gravissent leur rue pour accéder à la maison en hauteur, puis les escaliers qui y mènent. Pour retourner chez eux, c'est tout l'inverse. Ils habitent dans la ville basse, sous la lumière du jour, et ne font que descendre pour y arriver. En montrant l'opposition entre les lieux de vie des 2 familles, le cinéaste illustre l'échelle sociale et raconte surtout la violence des rapports de classe en Corée du Sud. Quand il filme la cave des Park, c'est encore plus fort, puisqu'elle y cache ceux qu'on ne veut pas ou peut pas montrer. Une fois relogés dans un gymnase pour la nuit, les Kim s'apprêtent en réalité à vivre leur dernière nuit à 4. Retour chez les Park, pour qui le réveil est moins compliqué. La mère décide d'organiser une fête surprise pour leur fils. Elle invite naturellement son art-thérapeute Jessica, alias Kian, le tuteur de sa fille, Kiwo, et bien sûr, elle a besoin du chauffeur pour les courses. Mais le visage de Kita n'est plus le même. Il ne veut plus jouer au jeu de ses riches patrons. Dans le jardin, il accepte une dernière fois la demande de son employeur. Se déguiser en indien pour faire plaisir à son fils. Monsieur Kim, vous êtes bien payé aujourd'hui. Dites-vous que ça fait partie du boulot. D'accord? Les 8 protagonistes sont réunis dans un même lieu. Le fils Kim aussi, de retour dans la maison, veut vérifier que les 2 personnes enfermées dans la cave vont bien. Les dés sont renversés. Il est fait prisonnier et manque de se faire tuer. La fin, comme elle semblait s'annoncer depuis quelques minutes, sera violente. Mais le film n'est pas fini. Un bond dans le temps de quelques jours a lieu. La famille Kim a-t-elle le droit à son happy end? Pas sûr. Car une dernière scène vient clôturer Parasite, et c'est finalement le Kiwo d'aujourd'hui qui se dévoile, dans son logement d'entresol miteux. S'agit-il d'un rappel à l'ordre du réalisateur pour nous dire que, finalement, il ne s'agit que d'un rêve, et que les pauvres resteront pauvres et ne pourront pas forcément aspirer à une vie meilleure? Ou peut-être que tout n'est pas qu'une question d'argent? À chacun d'imaginer la fin plutôt pessimiste comme bon lui semble.
Le succès de Parasite commence au Festival de Cannes en 2019, où le réalisateur revient 2 ans après la présentation de Okja, un film sorti uniquement sur Netflix. À la cérémonie de clôture, le président du jury, Alejandro González Iñárritu, réalisateur de Birdman sorti en 2014, annonce que la décision a été prise à l'unanimité d'attribuer la Palme d'Or à Parasite. C'est la première Palme d'Or sud-coréenne de l'histoire du festival. Il est d'ailleurs reconnu fin 2019 par la plupart des critiques et médias comme le meilleur film de l'année. L'ascension se poursuit jusqu'aux Oscars début 2020, où Parasite remporte 4 statuettes, dont celle du meilleur réalisateur face à Quentin Tarantino et Martin Scorsese, l'Oscar du meilleur scénario, du meilleur film en langue étrangère et surtout l'Oscar du meilleur film. C'est une première pour un film en langue non anglaise et un symbole dans la représentation de la diversité du cinéma international. Pendant plusieurs mois, il cartonne dans les salles françaises avec 1,7 million d'entrées et aussi au box-office aux États-Unis. Pour avoir un ordre d'idée, Parasite, majoritairement tourné en studio, c'est 11,4 millions de dollars de budget pour plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. Parasite séduit par sa dualité entre thriller et comédie et par une mise en scène dynamique. L'histoire a beau se passer principalement entre 2 environnements clos, l'ennui n'arrive jamais. D'ailleurs, l'histoire du garçon devenant le tuteur de la fille de bonne famille n'est pas anodine. Bong Joon-ho a lui-même exercé cet emploi, version prof de maths quand il était étudiant à Séoul. Il s'est lui rapidement fait virer et la situation n'a heureusement jamais dégénéré. Pendant son marathon promotionnel, le réalisateur sud-coréen n'a pas hésité à partager les films qui l'ont inspiré pour Parasite, et on retrouve même des films français, à savoir Que la bête meurt, sorti en 1969, et La cérémonie de Claude Chabrol. L'année suivante, une version en noir et blanc de Parasite sort dans certains cinémas. 5 ans après, il est sans conteste un film politique, évoquant avec habileté les inégalités sociales et universelles. Mais s'il est aussi drôle que révoltant, il a surtout acquis le statut de film culte, destiné à tous les publics, qui reste gravé en mémoire et dont certains détails ne cesseront de vous occuper l'esprit, même longtemps après l'avoir vu. Après un chef-d'œuvre, la pression est telle que Bong Joon-ho a pris un peu plus de temps pour la suite. Son prochain film, Mickey 17, un thriller de science-fiction avec Robert Pattinson, est attendu en 2025. Voilà, vous connaissez tout, ou presque, de Parasite. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Palmarès. Palmarès est un podcast original produit par Énergie Studio, à retrouver sur l'application ou le site Énergie rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!